Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je suis coach professionnel, coach en développement personnel. Je suis également praticienne en hypnose ericksonienne certifiée ainsi que formatrice. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui, certes, est un peu triste, mais qui est important, notamment en accompagnement, parce que c'est une des demandes assez fréquentes que j'ai de la part de mes clients, que ce soit en hypnose et en coaching. C'est comment traiter le deuil, la personne qui part. C'est un sujet d'autant plus d'actualité que des personnes me consultent aujourd'hui pour un grand-parent qui est parti en raison de la situation sanitaire et tous ces rituels qui se font moins facilement, d'autant plus que déjà la situation à la base n'est pas aisée, n'est pas simple, mais qui sont là euh, vraiment entravés par tout un tas de procédures, de non-gestes, de non-au revoir qui viennent perturber ce phénomène de deuil et cette courbe du deuil dont on va parler qui doit se faire malgré tout et donc du coup doit se réinventer aujourd'hui. Le deuil, il a plusieurs visages. Il a le visage du grand-parent qui a 85, 90, voire plus, et qui s'en va, avec qui on a partagé une histoire, avec qui nos parents ont forcément un lien, c'est le papa ou la maman. Et nous, c'est toutes ces Madeleines de Proust que l'on a en tête, que l'on a partagées avec ces personnes-là et que l'on laisse partir. Le deuil, il a aussi une image plus brutale. C'est la séparation violente, rapide, qu'on n'a pas vu venir. Je vous en parle en connaissance de cause. J'ai perdu mes deux parents. Vous le savez pour ceux qui me connaissent un peu et ont consulté mon site, d'un départ, on va dire, rapide en effet. Une maman décédée il y a de ça maintenant 16 ans dans un accident de voiture et un papa décédé il y a 2 ans en faisant une randonnée, avec un infarctus. Et donc, j'ai été moi-même du coup confrontée à cela. Et pour rajouter, on va dire, au côté brutal, j'ai été confrontée juste avant ma maman, un petit peu avant 16 ans. Euh, Ma maman est partie en mars et mon oncle, lui, est parti en janvier. Et lui, mon oncle, a décidé de se suicider. Donc voilà, tout ça, j'étais confrontée, un peu plus vite que prévu, à ces départs. Et à ces départs pour lesquels on ne se prépare pas, pour lesquels on ne met pas de mots, voire on ne comprend pas. Et vous pouvez imaginer toute la colère que l'on peut ressentir et ce choc, quand on parle de choc, de trauma, etc., on est vraiment dans ça. Quand on a ce coup de téléphone qui sonne et qui vous annonce cette nouvelle. Et c'est ça, ce sont des choses qui restent ancrées à vie, que l'on peut désintensifier avec du travail, avec du temps, mais qui restent là. Comme vous savez, quand on se fait une cicatrice, c'est ok, elle est de moins en moins douloureuse, de moins en moins rouge, elle rétrécit petit à petit, elle fait moins de marques, moins de plis, mais elle est là. C'est un petit peu pareil, si j'ose l'image. C'est-à-dire on n'oublie pas, on n'efface pas, on ne passe pas à autre chose. Les gens qui disent il y a un temps du deuil, il y a un temps pour après, ils n'ont pas vraiment compris ce que c'était en fait. Euh, on avance avec et on fait comme on peut. Ça aussi, c'est une leçon que j'ai apprise et que j'essaie de transmettre aux personnes que j'accompagne. On fait comme on peut, avec les outils qu'on a, la, la force, les croyances que nous avons et le soutien que l'on a aussi. Et on avance avec ça. Et il n'y a pas de bonne durée, de mauvaise durée, de bonne courbe de deuil ou de moins bonne. Il n'y a pas, il n'y a pas de règle. J'ai encore eu tout à l'heure une personne en séance qui, au bout de 21 ans de départ d'une maman, à l'évocation du nom de sa maman et de souvenirs, elle pleure encore. Il n'y a pas de règle, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de vérité. Et, euh, et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très compliqué pour les personnes qui ont vécu ça en disant bon, c'est bon maintenant, il faut passer à autre chose. Non,
Ben non, c'est pas bon maintenant. C'est bon quand la personne aura décidé que c'est bon, en fait. Et le c'est bon, ce sera peut-être pas le même c'est bon pour un tel et un tel. Le c'est bon pour un, ça va être seulement ne plus être triste, mais peut-être ne plus avoir envie de se projeter, etc. En tout cas pendant un temps. Pour l'autre, le c'est bon, ça va peut-être être au contraire de balayer toutes les étapes, de les passer très très vite, faire comme si. Et puis de se remettre dans une action, dans une espèce de suragitation, de prendre plein de décisions, de chambouler plein de choses dans sa vie parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va s'en sortir. Et c'est OK. Et pour l'autre personne, ça peut être de rester très très longtemps dans ce qu'on appelle cette vallée des larmes, qui est un nom un petit peu romantique pour parler de la tristesse, hein, qui arrive après le choc, le déni, la colère. Il y a cette fameuse vallée des larmes, cette tristesse. Et il n'y a pas de durée, c'est pareil. Il n'y a pas de règle du jeu en disant un mois c'est bien, 2 mois, et après on passe à autre chose. Ça n'existe pas. C'est comment on est bâti, c'est l'histoire de ce qu'on a partagé avec la personne, c'est comment on s'est dit adieu, c'est ce qu'on n'a pas pu dire. C'est tout ça qui se joue aussi dans cette fameuse courbe du deuil et qu'on se trimballe des années. Et, et ça reste toujours là. Alors après, on en fait quelque chose. Et ça, c'est l'autre partie de la courbe. Après, cette vallée des larmes, et une chose aussi que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a pas de circuit très fluide. Il peut y avoir des allers-retours. On peut avoir l'impression d'avoir dépassé une étape et puis quelque chose nous reprojette à nouveau et on y retourne. Je prends un exemple. Quand je suis dans la tristesse et que j'ai des semblants d'acceptation de choses qui me viennent en disant ok, c'est comme ça, je fais avec et j'avance. Il peut tout à fait se passer que je sois à nouveau projetée dans quelque chose de très très dur et que je retourne dans beaucoup de tristesse, voire dans de la colère s'il y a des choses qui sont venues se réactiver. Et l'accompagnant, en tout cas moi l'accompagnante que je suis, que ce soit en matière d'hypnose ou de coach, entend ça, accueille ça, et surtout ne juge pas. Et on recommence le processus, on recommence les étapes, on se repose les questions. Et il y a tout un questionnement qui accompagne chacune des étapes. Le déni, en quoi c'est utile, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai pas envie de ressentir, en quoi c'est bénéfique de ne pas le ressentir. Il y a toutes ces questions à se poser dès le départ. Et après, bien sûr, des questions sur la colère, contre qui, contre quoi, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou pas, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me dis pas, qu'est-ce que j'aurais pu me dire, pourquoi c'est injuste, en quoi ça me renvoie. Il y a tout un tas de questions autour de la colère. Et bien sûr, il faut laisser s'exprimer, il faut la laisser se déverser. Et après cette colère, il y a, comme je vous le disais, cette tristesse qui est quelque part un moment nécessaire, un moment où on vient déposer tout ça au fond de cette fameuse vallée. Et il faut laisser le temps de se déposer, comme des espèces de sédiments qui vont nous permettre de repartir après vers autre chose, de faire pousser des petites jeunes pousses. Mais pour l'instant, on ne le voit pas quand on est là-dedans. On est juste dans « je suis triste ». Je ne vois pas d'issue, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. C'est très douloureux, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de me projeter. Je n'arrive même plus à donner d'amour autour de moi. Moi, très clairement, pour ce qui m'est arrivé, pour ma maman, pour mon papa, j'ai fait différemment. J'étais plus armée. Pour ma maman, j'ai pas eu les clés du tout. J'étais dans un schéma de il faut que je comprenne, c'est pas rationnel. Donc beaucoup de colère, beaucoup de déni. Et après, une grande sécheresse. Comme si je m'étais asséchée d'un coup, que je ne m'autorisais pas à ressentir. Et donc, sécheresse et raideur que j'ai imposée à ma famille. Et notamment à mon fils, je n'avais qu'un fils à l'époque. Et j'étais incapable de lui délivrer de l'amour. C'était plus possible. Et ça, quelque part, c'est comme ça. Bien sûr, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire pire. J'aurais pu me laisser aller. Je me suis réfugiée dans le travail et dans cette espèce de raideur, comme ça, de sécheresse qui m'a protégée. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui ne m'a pas jugée, qui a été patient, qui a subi lui aussi de plein fouet ce départ foudroyant et qui lui aussi a fait comme il a pu pour m'accompagner, pour le vivre aussi à sa manière. Et mon fils, oui, il a eu des séquelles de ça, forcément. Et c'est comme ça. À un moment donné,
Vous savez, même si je suis un peu, pour ceux qui connaissent les drivers, dans le soi parfait, etc., là, pour le coup, on fait comme on peut. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et voilà, moi j'ai senti vraiment ce cœur qui s'est asséché complètement. Et j'ai préféré détourner mon attention de tout ça et aller vers autre chose, qui était beaucoup plus rationnel pour moi. Je travaillais, plus j'accumulais du travail, plus j'avais des résultats, et ça c'était ok, ça je maîtrisais. Il y a ce côté-là aussi, hein, notamment pour les départs brutaux ou les maladies, etc. C'est que les choses qui nous échappent, où il n'y a pas de sens. Et moi, du coup, j'avais mis du sens ailleurs. Si je travaille, si je me donne beaucoup, j'ai des résultats, je ramène un bon salaire à la maison, et c'est ok, c'est comme ça, et point. Et c'est comme ça que ça avance. Et j'ai pas le temps de m'apitoyer, etc., etc. Donc, la tristesse, moi, j'ai mis beaucoup de temps à la ressentir pour ma maman. Et je l'ai ressentie très, très vite pour mon papa parce que du coup, j'ai compris que, que c'était nécessaire et que c'était pas ni faible ni fragile, euh, qu'on n'allait pas rire de moi si j'étais triste, et qu'il fallait du temps. Je l'ai compris et je me suis autorisée à le vivre, surtout. Et toujours, ce fameux conjoint qui est toujours le même, qui était là, plus mes 2 enfants, qui m'ont aussi autorisée à le vivre. Et j'ai essayé de les épargner un petit peu plus, mais sans non plus me cacher, parce que d'une part, c'était pas possible. Et puis voilà, sans non plus trop me répandre, mais en tout cas, il fallait que je la vive et qu'ils vivent ça avec moi et qu'on ne dit pas au revoir comme ça à des années de vie avec un papa, une maman, un enfant, euh, sans ressentir forcément de la tristesse, de la colère. Et toutes ces étapes sont très importantes et elles méritent d'être accueillies, identifiées. Et puis après, vient le temps de l'acceptation, de se dire ok, je peux rien y faire, c'est comme ça. Euh, et ça, c'est très dur parce qu'on a l'impression de laisser tomber les gens. Et souvent, on dit on garde le mort avec soi ou en soi, et c'est le laisser partir, c'est très très dur. Mais au final, on se rend compte que c'est pas tant qu'on le laisse partir, c'est qu'on lui donne une place différente. Que le maintenir dans de la tristesse, etc., c'est peut-être pas bon pour lui non plus. Pour tous ceux qui croient au fait de laisser partir les entités, les âmes, etc., ça n'aide pas. Et pour nous, en tout cas, plus rationnellement, ça ne nous aide pas non plus parce que ça nous maintient dans un état qui ne nous permet pas de nous projeter, d'avancer avec. Donc vient l'acceptation avec ses hauts, ses bas, sa culpabilité, avec tout ce que voilà, hein, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce qu'on ne s'est pas dit, et se dire ben c'est comme ça, je peux peut-être le dire autrement, je peux peut-être l'écrire, je peux peut-être juste le penser, le ressentir très fort. Comment je peux continuer à communiquer avec ou m'inspirer de cette personne qui est partie. Quel peut être son rôle aujourd'hui dans ma vie. C'est tout ça. Et quand on a compris que c'était comme ça qu'on allait garder ces personnes vivantes, différemment, on peut avancer vers une autre étape qui est une étape de se pardonner. Se pardonner des choses qu'on a peut-être mal faites avec ces personnes-là. Pardonner à la vie aussi, donc il y a moins de colère. Il y a peut-être un sens à tout ça ou pas, après ça dépend de nos croyances, mais en tout cas, accepter, pardonner, se pardonner, pardonner à celui qui est parti. Et puis après, une fois qu'on a vécu tout ça, il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de, oui, d'apaisement, comme si on s'était libéré d'une charge. Et vous le sentez d'ailleurs à un moment-là, quand je raconte à ma respiration, je sens que à nouveau, je suis en train de déposer tout ce qui est resté à nettoyer encore un peu, et il en restera encore. Et cette charge-là, la déposer, ça fait du bien. On peut la verbaliser comme je le fais là. On peut la déposer auprès de quelqu'un, d'une coach, d'un accompagnant en hypnose ou d'une thérapeute. On peut l'écrire, on peut la chanter, on peut la dessiner. Il y a tout un tas de manières pour verbaliser, accepter, pardonner. Et l'étape d'après, c'est une belle étape. C'est l'étape du renouveau, comme une espèce de sens retrouvé et d'un cadeau caché. Alors quand j'accompagne les personnes en deuil et que je leur montre la courbe et qu'elles voient ces mots-là,
Bien entendu, quand on est tout au début de la courbe, on ne peut pas imaginer. Et moi, la première, c'était même limite un gros mot de dire qu'il y avait un cadeau caché dans le décès de mon papa ou de ma maman. Et pourtant, je peux vous assurer qu'avec le recul, après 16 ans pour ma maman et 2 ans pour mon papa, euh, oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que déjà, j'ai appris sur moi, sur mes ressources, mes capacités de rebond, ce petit ressort de vie qui est là euh, et, qui, euh, et qui nous pousse à avancer, quoi qu'il arrive. Cette espèce de force, on parle de résilience. Et donc, du coup, ça contribue à rehausser quand même la confiance que l'on a en soi, de se dire, mais même de ça, je m'en sors. Même de ça, qu'est-ce que j'appris de moi? Quelle force j'en tire? Qu'est-ce que j'en fais? Pour moi, mais pour les autres, comment je peux partager ça? Et ça, c'est une des choses qui, moi, m'attire dans mon métier, c'est aussi la transmission. Les messages que l'on passe à travers nos actes, nos paroles, euh, juste notre posture. Les autres peuvent s'en inspirer. Et ça, c'est pour moi très aidant d'avoir cette utilité-là, si elle existe. Et le cadeau caché, clairement, c'est aussi grâce à, et c'est très dur de dire ça, je vous assure, au début, mais en tout cas, grâce à, je peux faire ça. Moi, je peux dire aujourd'hui, grâce au départ de mon papa, j'ai compris qu'il fallait que je change de vie. Que cette vie que j'avais à fond les manettes, à 100 à l'heure, elle était certes trépidante, passionnante, épanouissante, pour mon ego, pour plein de choses. Elle m'a prouvé plein de choses et j'en suis très fière. Mais qu'aujourd'hui, c'est plus ma vie. Il m'a permis de prendre conscience qu'il fallait que je ralentisse, que je change mon regard sur moi, que je sois moins dure, moins intransigeante, moins extrême dans mon souci de perfection, de bien faire, et que je me pose la question de c'était quoi ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes dernières 40 années ou 50 années à vivre? Et je crois que sans son départ, je ne me serais pas posé la question. Pas comme ça. Pas aussi rapidement, aussi profondément. Et du coup, par la force des choses, il y a un aspect aussi qu'il faut prendre en compte et qui n'est pas tabou, en tout cas pas pour moi, c'est financièrement. Le fait qu'il nous ait laissé, à ma sœur et moi, un certain capital, m'a permis aujourd'hui de me lancer depuis plus d'1 an et demi maintenant, dans ce que j'aime faire. Donc comment je vois la vie, comment je vois mon sens à moi, ma petite utilité à mon petit niveau dans ce truc immense qu'est la vie. Qu'est-ce que je peux en faire de mieux pour moi et du coup, par rayonnement pour les autres, pour mon papa, ma maman et je suis assez persuadée et pourtant, je ne suis pas croyante, en tout cas pas dans une espèce de dogme religieux de ceci ou cela, mais une chose dans laquelle je crois, c'est que tout ce qu'on envoie comme ça n'atterrit pas nulle part. Ça vient rebondir, rayonner, se diffuser. Et si je peux être un de ces petits diffuseurs-là, c'est aussi grâce à ces départs-là et grâce à cette voie qu'ils m'ont ouverte. Voie intérieure de compréhension de moi, de regard tourné vers moi, voie aussi de quelles options j'ai et aussi une forme d'honnêteté et de courage de se dire ok, je suis responsable de ma vie et de ce que j'en fais. Donc il est peut-être temps que je prenne de bonnes décisions et que j'ai le courage d'aller vers où je veux aller. Et ça, c'est leur départ qui m'a permis ça. Et je leur en suis très reconnaissante. Et bien sûr qu'il y a de la tristesse encore. Bien sûr qu'il y a des dates compliquées. Qu'il y a des moments que j'aimerais partager encore. Je les partage autrement. Je les partage virtuellement. Je vois des signes. Alors bon, ça peut paraître un peu perché, mais tout à l'heure, quand j'ai fini une séance qui était tellement en résonance avec une histoire personnelle, j'ai voulu aller me mettre à la fenêtre pour m'aérer un peu et prendre l'air et pour me nettoyer un peu toutes ces énergies qui étaient très belles, mais qui venaient vraiment frotter contre mon histoire à moi. Et dans le ciel, il y avait, vous savez, des nuages, le soleil, et puis des espèces de rayons qui passaient comme ça. Et je me suis dit, mais voilà, il y a de quelque part, il y a des gens qui rayonnent, qui envoient des messages de c'est ok, la lumière passe, peu importe les nuages, le ciel gris chargé, ça passe. Et ça encourage à continuer, à dire que c'est la bonne voie. Et voilà ce que je me dis, et voilà comment je chéris les personnes qui sont parties. Et comment j'essaie d'accompagner à mon petit niveau toutes les personnes qui viennent me confier ça.
ces pertes-là et comment j'essaye d'apaiser, de donner du sens à ces départs pour qu'elles puissent en faire quelque chose ou qu'ils puissent en faire quelque chose pour avancer. Voilà mon témoignage sur cette courbe du deuil, sur ces étapes difficiles, nécessaires, et sur ce temps à prendre. Et voilà, je renouvelle aussi le conseil qu'un accompagnement bienveillant, non jugeant, peut être une excellente aide pour passer ces différentes étapes. J'espère avoir pu vous aider à travers cette vidéo, avoir pu peut-être vous aider à vous reconnaître dans certaines histoires, anecdotes. Et je vous souhaite de trouver ce chemin, ces étapes à votre rythme. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une écoute, d'un conseil, pas vraiment de conseil parce que chaque histoire est différente, mais en tout cas d'une écoute bienveillante et d'un questionnement qui vous aidera à votre tour à construire ces différentes étapes. Je suis là sur mon site internet, mon Facebook, mon Instagram et quelques vidéos postées sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.